Bienvenue dans l'un des endroits les plus mystérieux et inexplorés de la planète. Bien, qu'a-t-il donc de si spécial? Il n'y a là que quelques pics glacés et l'immense étendue neigeuse de l'Antarctique. Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi un mystère à l'ampleur planétaire. Vous pouvez essayer tant que vous voudrez, vous ne découvrirez pas cette chaîne de montagnes inconnues, un territoire gigantesque et inexploré où aucun humain n'a jamais mis les pieds. Elle se cache en vérité sous une autre couche de montagnes. Un peu comme une poupée russe, mais à l'échelle d'un continent. Ces montagnes conservent les secrets de l'Antarctique. Et ils peuvent nous révéler des choses époustouflantes sur l'histoire de notre planète. Cet immense territoire porte le nom de chaîne Gamburtsev. La couche de glace qui se trouve au-dessus la préserve des phénomènes naturels et de l'action humaine. C'est comme une terre à l'intérieur d'une autre terre. Et elle cache bien plus que des montagnes. On y trouve des vallées, des collines et des plaines. Cette région est similaire aux Alpes, mais malheureusement, nous ne pouvons pas profiter de sa vue. Ces montagnes furent découvertes pour la première fois en 1958 à l'aide d'instruments sismologiques. Plus d'un demi-siècle s'est écoulé depuis. Pourtant, elles restent l'un des objets tectoniques les moins étudiés sur Terre. Pourquoi? À cause de la glace. Il y a énormément de glace. Qui sait, peut-être d'ancestraux artefacts inconnus y sont-ils enfouis? Et pourquoi pas une ville secrète ou des vaisseaux spatiaux? C'est peu probable, bien sûr. Mais ce serait tout de même intéressant d'aller y jeter un œil. Imaginez des centaines ou même des milliers de kilomètres de terre restés inchangés pendant des centaines de millions d'années. Même si on n'y trouve pas de nouvelles espèces d'animaux ou les vestiges d'une ancienne civilisation, cet endroit a tout de même forcément une histoire. L'histoire de la formation des continents de notre planète. Et les scientifiques ont déjà compris une partie de cette histoire. Ces montagnes enfouies d'Antarctique étaient à l'origine des montagnes ordinaires, mais à la suite d'un événement d'une ampleur inédite, elles se sont simplement... Attendez une minute. Vous êtes-vous déjà demandé comment les chaînes de montagnes se forment? Nous les voyons dans la vie réelle, dans les films, sur Internet, nous les escaladons. Mais comment ont-elles vu le jour? Les montagnes n'ont pourtant pas toujours existé sous cette forme. Elles sont apparues à la suite d'une collision à grande échelle de plaques tectoniques. Deux énormes blocs super solides se déplacent l'un vers l'autre, puis s'écrasent, et boum! Des milliards de tonnes de croûte terrestre commencent à l'élever, à se mélanger et à former des reliefs et des gorges. Et le processus peut durer des millions d'années. Oui, c'est une catastrophe, mais une catastrophe extrêmement lente. Certaines plaques tectoniques sont à ce jour encore prises dans ce processus. Par exemple, l'Himalaya continue de croître, car les plaques indiennes et eurasiennes continuent de s'emboutir. Et ça a commencé il y a environ 50 millions d'années. La chaîne Gamburtsev sous la glace a vécu un événement similaire, seulement ça date d'il y a plus longtemps. Un article du journal Earth and Planetary Science Letters indique qu'elle est apparue lors de la formation du supercontinent Gondwana. Deux immenses morceaux de terre étaient séparés par un océan sans limite. Mais un jour, il y a environ 700 millions d'années, ils sont entrés en collision et ont formé le Gondwana. Ce supercontinent comprenait les territoires de l'Afrique moderne, de l'Amérique du Sud, de l'Australie, de l'Inde et de l'Antarctique. Ces gigantesques morceaux se sont emboutis et ont libéré tout un flot de roches chaudes, partiellement en fusion. Et tout cela a grandi et grandi, formant des montagnes. La température de ces montagnes a augmenté, leur masse s'est accrue, et à un certain moment, le Gondwana est devenu instable. Le supercontinent a commencé à s'effondrer sous son propre poids. Les roches brûlantes sous la surface ont commencé à s'écouler latéralement à la suite d'un processus qui porte le nom d'étalement gravitationnel. Ce fut comme quand vous pressez un tube de dentifrice. Sauf que là, il s'agissait de milliards de tonnes de roches ardentes. Ces antiques montagnes d'Antarctique sont apparues précisément au cours de cet événement catastrophique. Vous venez de visionner la simulation d'événements planétaires qui se sont produits il y a des centaines de millions d'années. C'est bien sûr très intéressant, mais comment les scientifiques ont-ils pu tout reconstituer? Comment ont-ils pu savoir qu'une telle chose avait eu lieu? Si la chaîne Gamburtsev enfouie sous la glace est l'un des lieux les plus inexplorés au monde, comment les chercheurs ont-ils pu découvrir son origine? La réponse est simple. De minuscules particules de roche nous ont renseigné sur l'évolution du paysage de la planète. Il s'agit des zircons.
et les scientifiques les qualifient de véritables capsules temporelles. Ce minéral est très résistant face aux influences mécaniques et chimiques. Il est difficile à écraser. Il n'est pas affecté par l'érosion, et il ne se dissout pas dans l'eau. Et il contient de l'uranium. Cet élément chimique indique l'âge de la roche aux scientifiques. En effet, l'uranium se décompose toujours en plomb à un taux constant. Les chercheurs peuvent donc examiner les quantités d'uranium et de plomb et déterminer l'âge des minéraux avec une grande précision. Si cela vous semble un peu compliqué, voici un exemple simple. Imaginez que chaque chaîne de montagne soit une horloge qui se met à compter le temps à partir du moment de sa formation, c'est-à-dire après la collision des plaques tectoniques. Après la formation de la roche, l'uranium commence sa lente désintégration. Plus le temps passe, plus l'uranium se transforme en plomb. Le taux de cette désintégration est toujours le même. Cette désintégration peut durer des milliards d'années. Moins il y a d'uranium dans les zircons, et plus il y a de plomb, plus la roche est ancienne. Voilà comment ça se passe en pratique. Les géologues prélèvent plusieurs échantillons de roches. Dans un laboratoire, ils les broient pour extraire des zircons cristallins. Les géologues dissolvent ensuite les particules dans de l'acide pour séparer l'uranium du plomb. Puis, ils utilisent un appareil spécial, un spectromètre de masse qui accélère les atomes et les trie. C'est un processus assez compliqué, mais en fin de compte, cet appareil renseigne les scientifiques sur la quantité d'uranium et de plomb. Ils examinent leurs quantités respectives et déterminent l'âge de la roche. Les géologues ont prélevé des zircons dans du grès près de la chaîne Gamburtsev, ont étudié leurs particules, ont observé leur niveau d'uranium et ont calculé la chronologie de la formation des montagnes. Ensuite, ils ont comparé ces données avec l'histoire de notre planète et ont pu savoir que les montagnes enfouies d'Antarctique sont apparues pendant la formation du supercontinent Gondwana. Mais comment ont-ils découvert que ce supercontinent incluait l'Australie, l'Inde et l'Afrique? Le zirconium provenant de ces roches antarctiques s'est avéré très similaire au zirconium de ces pays. C'est-à-dire qu'il y a longtemps, ces trois continents étaient réunis. Ainsi, la chaîne Gamburtsev a commencé à se former il y a environ 650 millions d'années. Il y a environ 580 millions d'années, elle a atteint la hauteur de l'Himalaya. Et 80 millions d'années plus tard, la croûte terrestre est entrée en fusion. Et tandis que la plupart des chaînes de montagnes sur la planète changeaient et s'effondraient, la chaîne Gamburtsev est restée intacte sous la glace. L'eau, le sol, le vent, les tremblements de terre, la gravité et d'autres forces naturelles détruisent les chaînes de montagnes. Ce processus est appelé érosion. Mais les montagnes ensevelies en Antarctique n'ont rien connu de tel. Les basses températures et la calotte glaciaire qui les entoure les ont préservées. C'est l'une des chaînes de montagnes anciennes les mieux conservées de la planète. Très bien, mais pourquoi explorer ces montagnes? Quelle différence cela nous fait-il que le supercontinent Gondwana se soit un jour effondré? Il est possible que des plantes, des corps gelés d'insectes ou des bactéries anciennes aient été préservés sous d'épaisses couches de glace. Et pourquoi pas des animaux anciens? De nombreuses espèces pourraient avoir vécu sur le Gondwana. Étudier ces anciennes montagnes antarctiques peut nous montrer à quoi ressemblait notre planète il y a environ un demi-milliard d'années. Quand l'Antarctique était un continent vert, quelles créatures y vivaient? Qu'est-il arrivé à ces formes de vie? Est-il possible de ressusciter ces animaux anciens après tant d'années? Si les scientifiques ont réussi à calculer la date de l'apparition du supercontinent en utilisant de minuscules particules, alors imaginez ce qu'ils pourraient découvrir en examinant cette chaîne de montagnes cachée. Tout cela semble très intéressant, mais il y a un problème. Pour extraire un petit morceau de ce monde inconnu, il vous faudrait percer au travers d'immenses couches de glace. Il vous faudrait acheminer des équipements extrêmement lourds vers l'un des continents les plus inaccessibles au monde, construire des stations, obtenir une source d'énergie et mener des recherches à grande échelle. Et cela serait incroyablement coûteux. Par conséquent, ce territoire caché restera probablement un mystère pendant encore longtemps. Espérons juste qu'un milliardaire voudra un jour découvrir les secrets de l'Antarctique et y organiser une expédition de grande envergure. Oh, de mystérieuses chaînes montagneuses cachées sous d'immenses masses de glace, d'étranges créatures translucides à la peau diaphane, des plaines enneigées qui semblent chanter. L'Antarctique recèle ses propres secrets terrifiants. Et désormais, un trou de glace colossal, grand comme la Suisse, ne cesse de s'ouvrir. Les scientifiques viennent enfin d'en percer la cause. Ce trou, nommé Polynie de Maud Rise,
fut observé pour la première fois en 1974 puis en 1976 dans la mer de Weddell. Depuis, il joue à se dérober, apparaissant, disparaissant, puis réapparaissant des années plus tard. Et chaque fois, il change mystérieusement de taille. Pendant des décennies, les chercheurs ont tenté de comprendre son origine. Puis, en 2016 et 2017, l'Apollinie a atteint une ampleur exceptionnelle, plus de 30 000 km². Elle est restée ouverte plusieurs semaines durant l'hiver, marquant la première apparition d'une Pollinie aussi vaste et durable dans la mer de Weddell depuis les années 1970. Voici ce qu'il faut savoir sur la glace de mer Antarctique. En été, elle atteint son minimum, environ 2590 000 km², ce qui, oui, est considéré comme peu. En hiver, elle s'étend jusqu'à 10 130 000 km², couvrant près de 4% de la surface terrestre d'étranges plaques blanches. La majorité se forme pendant la longue nuit polaire sur les plateformes de glace flottantes entourant le continent. Ces ouvertures dans la glace, appelées pollinies, se créent généralement quand de puissants vents venus de l'intérieur repoussent les plaques gelées. Ce même vent glacial fige davantage d'eau de mer à l'intérieur, ajoutant encore à l'épaisseur de la banquise. Mais la Pollinie de Maud Rise se situe loin des côtes, là où ces vents ne peuvent agir. En plein océan, de pareils trous sont rares. Ajoutez à cela la réduction générale de la glace dans l'océan austral. De quoi dérouter les chercheurs. Quelles conditions précises engendrent ce vaste et persistant trou de glace? Pour résoudre l'énigme, ils ont analysé une montagne de données. Satellites, capteurs dérivants, et même les relevés d'animaux marins équipés de balises. Ils disposaient aussi d'années d'observation antérieures. Et leur découverte fut étonnante. En 2016 et 2017, le courant circulaire de la mer de Weddell, appelé Gyre de Weddell, était plus fort qu'à l'accoutumée. Cette énergie accrue permit à une eau plus salée et plus chaude des profondeurs de remonter vers la surface. La Pollinie de Maud Rise se trouve au-dessus d'une montagne sous-marine du même nom. Durant les années où elle s'est largement ouverte, le renforcement du courant a concentré le sel autour de ce sommet englouti. En surface, les rafales ont balayé la glace, créant un mouvement en spirale qui a littéralement aspiré vers le haut cette eau plus salée. Ce surplus de sel a abaissé le point de congélation, permettant à la Pollinie de se former et de se maintenir. Ces ouvertures jouent un rôle crucial pour la planète. L'eau dense et salée qu'elles produisent peut parcourir d'immenses distances, se propageant à travers les océans et influençant les climats du globe. Mais ces vastes entailles glacées ne sont pas les seuls phénomènes étranges et fascinants de l'Antarctique. Et que dire des lacs souterrains, ou plus spécifiquement des lacs subglaciaires? En effet, il existe des lacs entiers, dissimulés sous plusieurs kilomètres d'épaisseur de glace. Les scientifiques les ont repérés pour la première fois en 1970 grâce au radar, et ils estiment aujourd'hui qu'il en existe près de 400 dans les zones étudiées, sous environ 3000 mètres de glace. Ceux-ci seraient apparus après la séparation de l'Antarctique d'avec le Gondwana, l'ancien supercontinent. Fait surprenant, leur eau ne gèle pas, car la pression exercée par la glace au-dessus est trop forte. Simple question de physique. Le plus vaste, le lac Vostok, découvert dans les années 1990, repose à un peu plus de 3 km sous la glace. Les chercheurs y ont foré pour prélever de l'eau, mesurée à environ 3,33 degrés Celsius, bien que ce lac soit resté emprisonné depuis plus de 28 millions d'années. On compte aussi le lac Williams où une découverte étonnante a été faite en 2014. Une colonie entière de micro-organismes y prospère, à près de 1600 mètres sous la glace. Ces créatures n'ont jamais connu ni lumière ni air libre. Elles tirent donc leur énergie du méthane et de l'ammonium pour subsister. Un autre prodige, visible celui-là, se trouve dans la vallée sèche de McMurdo, une cascade digne d'un film d'horreur. De l'eau d'un rouge écarlate, semblable à du sang jaillissant d'une plaie dans la glace, s'écoule sur 5 étages, depuis le glacier Taylor jusqu'au lac Bonnet. Une vision troublante, bien qu'elle ait, en réalité, une explication scientifique. L'eau qui alimente les Blood Falls provenait autrefois d'un lac salé aujourd'hui, isolé de toute interaction avec l'atmosphère, les glaciers s'étant formés par-dessus.
Enfermée à plus de 400 mètres sous terre, cette eau est devenue extrêmement concentrée en sel, 3 fois plus que celle de la mer, ce qui l'empêche de geler. Elle est également riche en fer et ne reçoit ni oxygène ni lumière. Lorsqu'elle s'échappe lentement à travers une fissure du glacier et entre en contact avec l'air libre, le fer s'oxyde. Autrement dit, il rouille, donnant à l'eau cette teinte rouge sombre si troublante. Avec des paysages si inquiétants, l'Antarctique évoque un désert de glace. Des températures polaires, des précipitations quasi inexistantes et des vents capables de vous renverser. C'est d'ailleurs là qu'a été relevée la température la plus basse jamais enregistrée sur Terre, 89,2 degrés Celsius. Pourtant, malgré ces conditions extrêmes, le continent abrite une faune aussi étrange que fascinante. Longtemps, les scientifiques ont cru que rien ne pouvait subsister sous une telle épaisseur de glace. Ils se trompaient lourdement. Une étonnante diversité d'êtres vivants s'y est adaptée. Des micro-organismes minuscules, des crustacés, d'immenses calmars, et même des araignées dont les pattes pourraient couvrir une assiette entière. D'énormes vers aux soies dorées et brillantes, pourvus de redoutables mâchoires dentées, rôdent également dans les profondeurs glacées. Et puis, il y a le poisson des glaces, un être entièrement translucide, aux grands yeux, dont les organes sont visibles à travers la peau. Ces poissons disposent de protéines antigel naturelles leur permettant de survivre dans les eaux les plus froides, mais ils périraient dans des eaux plus tempérées. Encore plus singulier, ils n'ont pas d'hémoglobine, cette protéine qui rend le sang rouge et transporte l'oxygène. Autrement dit, ils vivent sans la substance même qui permet à la plupart des créatures de survivre. Mais l'Antarctique n'a pas toujours été ce désert gelé que nous connaissons. Il y a des millions d'années, bien avant l'ère glaciaire, il était chaud, luxuriant et peuplé d'une vie abondante. Peut-être même de civilisations disparues. Difficile à concevoir, n'est-ce pas ? Les scientifiques l'ont compris en découvrant du bois fossilisé, des restes d'arbres tropicaux et des empreintes de feuilles, signes indéniables d'anciennes forêts pluviales. Ils ont également exhumé des fossiles d'animaux marins, d'oiseaux et de dinosaures datant du Crétacé. Même les plus petites formes de vie ont laissé leurs traces, des ailes de coléoptères fossilisées, vieilles de 14 à 20 millions d'années, des fossiles unicellulaires et, plus stupéfiants, des cellules spermatiques vieilles de 50 millions d'années conservées sur l'enveloppe d'un ver disparu. Ainsi, il ne vous étonnera sans doute pas d'apprendre qu'au-dessous des épaisses calottes glaciaires de l'Antarctique se dissimule un gigantesque relief montagneux. La chaîne Gamburtseff s'étend sur près de 1200 km et atteint environ 3000 mètres de haut, soit près du tiers de la hauteur de l'Everest. Et pourtant, cet ensemble monumental repose sous une épaisseur de glace variant entre 2000 et 4000 mètres. Découverts en 1958, ces reliefs ont été détectés grâce à une zone de glace anormalement mince et à d'étranges relevés gravitationnels observés lors d'une traversée du continent. Bien que nul ne les ait jamais contemplés directement, les chercheurs en ont cartographié la forme grâce au radar et analysent leur structure interne à l'aide de mesures gravitationnelles et magnétiques. Le plus stupéfiant, c'est que la chaîne Gamburtseff date d'environ 1 milliard d'années. En théorie, elle aurait dû s'éroder depuis longtemps. Le fait qu'elle demeure encore intacte reste une énigme. La plupart des chercheurs avancent l'hypothèse qu'un manteau gelé, enfoui sous la glace, la protège de l'érosion et conserve ainsi cet ancien massif dans un état remarquable. Et pour conclure, sachez que l'Antarctique possède sa propre symphonie. La barrière de glace de Ross, la plus vaste du continent, atteint plusieurs centaines de mètres d'épaisseur et couvre près de 500 000 km², une superficie comparable à celle de la France. Les chercheurs ont récemment découvert que cet immense plateau de glace chantait réellement. Ce chant étrange naît du vent qui balaie les dunes de neige, provoquant des vibrations dans la glace et un bourdonnement sismique presque continu. On ne peut l'entendre à l'oreille, mais les capteurs sismiques en enregistrent la mélodie plaintive. Cette découverte d'ailleurs fut accidentelle. Les scientifiques avaient installé ces capteurs pour observer d'autres phénomènes liés à la glace. Plus étonnant, la mélodie varie selon les conditions du moment. La fonte, les tempêtes ou le déplacement des neiges modifient la fréquence des vibrations. Les chercheurs exploitent désormais ce chant envoûtant comme un système d'alerte anticipé. En l'écoutant en temps réel, ils peuvent surveiller la stabilité de la barrière de Ross et détecter les signes d'un éventuel effondrement. Des chercheurs viennent d'identifier en Antarctique un lac capable de bouleverser notre compréhension de la vie terrestre.
Après avoir foré une épaisse couche de glace, ils ont mis au jour de l'eau demeurée liquide, là où tout devrait être figé. Et, dans cette obscurité totale, des organismes vivants qui prospèrent depuis des temps immémoriaux. L'histoire débute lors d'une mission qui ajouta un site essentiel à la cartographie de l'Antarctique. Entre novembre 2019 et janvier 2020, une équipe progressant dans l'immensité gelée atteignit la zone nommée Lac Enigma. Ils pensaient fouler une vaste plaque de glace, mais leurs instruments révélèrent autre chose. Ils utilisèrent alors un dispositif de forage puissant, sondèrent patiemment couche après couche et détectèrent plus de 12 mètres d'eau liquide retenue sous la surface. Cherchant d'abord de la roche, ils découvrirent finalement, sous cette glace, un monde insoupçonné à l'endroit même où ils s'y attendèrent le moins. Les scientifiques, stupéfaits, ne se sont pas arrêtés à cette révélation et ont voulu déterminer l'origine de cette eau inattendue. Dans cette portion de l'Antarctique, où s'imposent un froid implacable, des précipitations dérisoires, des vents d'une brutalité constante et une évaporation solaire intense, l'existence même d'un lac demeure presque inconcevable. Toute eau douce aurait dû disparaître depuis longtemps. Il fallait donc qu'une source continue réalimente ce lac subglaciaire. En étudiant la composition chimique des sels et des matières dissoutes, les chercheurs ont décelé des indices concordants. Tout suggérait que le glacier amorphe voisin alimentait silencieusement le lac par un réseau souterrain insoupçonné jusqu'alors. Ainsi se révèle une découverte extraordinaire en Antarctique, dissimulée sous la glace et alimentée non par la pluie ou la fonte superficielle, mais par un flux souterrain qui parcourt silencieusement la planète. C'est grâce à cette alimentation secrète que, lorsque l'équipe a foré davantage, elle n'a pas seulement mis au jour de l'eau. Elle a dévoilé un écosystème enfoui, une forme de vie là où aucune n'était censée subsister. Et par vie, il ne s'agit pas d'être capable de nous saluer, mais de créatures minuscules, de structures infimes, de communautés microbiennes qui ont évolué dans un isolement absolu, protégées par l'épaisse chape de glace et confinées à leur refuge caché. Elles recouvrent le lit du lac de tapis microbiens complexes, non pas de simples amas d'algues, mais des formations structurées, comparables à des moquettes vivantes. Certaines s'étendent en voiles minces et hérissées, d'autres forment des couches épaisses et froissées, voire des structures arboriformes, atteignant une quarantaine de centimètres. Ces architectures, semblables à des images de science-fiction sur la vie de mondes lointains, ne sont pas de simples fragments d'ADN errant dans l'eau. Elles prospèrent, s'assemblent, se superposent et se transforment au fil du temps. Le fond du lac apparaît ainsi, tel le sol d'une forêt obscure, glaciale et éternellement ensevelie. Si la vie parvient réellement à s'épanouir sous 13 mètres de glace dans une quasi-obscurité, il devient clair que notre conception des lieux où elle peut exister doit être réexaminée. Nous ignorons également ce qui pourrait survenir si nous perturbions cet écosystème dissimulé. Que se passerait-il si nous y introduisions machines, présence humaine, ou même notre simple respiration? Ces microbes ont vécu dans un isolement total durant des millénaires, peut-être des millions d'années, sans contact avec le monde extérieur. Une intrusion pourrait les exposer à des organismes inconnus et compromettre leur survie. Alors que nous progressons dans ce domaine encore inexploré, la prudence s'impose. L'Antarctique constitue en effet un vaste recueil des secrets de l'évolution et de la survie, un ouvrage qu'il convient d'aborder avec soin. Ce continent continue de surprendre. Dans ces zones reculées apparaissent des créatures jamais observées, qu'il s'agisse d'animaux marins, aux formes étranges ou d'insectes adaptés au froid dont nul ne soupçonnait l'existence. Par exemple, les scientifiques ont observé une anémone de mer affectionnant la glace, suspendue à l'envers sous la plateforme glaciaire de Ross. Elle évoque une fleur fragile fixée au plafond, déployant ses tentacules dans une eau d'une froideur presque sentimentale. En dirigeant un robot sous la glace, les chercheurs ont mis au jour une espèce entièrement nouvelle. À cela s'ajoute une autre découverte remarquable. L'étoile à plumes fraises de l'Antarctique, un pompon flottant pourvu de 20 bras, dont le corps arbore une apparence évoquant, vous l'avez deviné, celle d'une fraise. Oh, et fait surprenant, l'Antarctique abrite également une immense nurserie de poissons, là où personne n'aurait songé à en trouver une, et même la plus vaste répertoriée sur Terre. Des chercheurs exploraient le fond marin de la mer de Weddell à l'aide de caméras qu'ils remorquaient pour en établir la cartographie lorsqu'ils ont aperçu des milliers, puis des millions de cuvettes identiques creusées dans le sédiment. Ces nids s'étendaient sur 240 km².
formant un ensemble de 60 millions de structures, espacées de quelques dizaines de centimètres chacune. Tous appartiennent aux poissons des glaces, Neopagetopsis iona, une espèce dite à sang blanc, dépourvue d'hémoglobine, la substance qui rend le sang rouge, mais néanmoins capable de survivre dans des eaux d'une froideur extrême. Dans chaque nid, un parent veillait sur quelques 1700 œufs. Les phoques de Weddell se nourrissant volontiers de ces poissons, cette vaste zone joue à la fois le rôle de nurserie et de véritable banquet pour les prédateurs alentours. Les poissons des glaces eux-mêmes dépendent d'un afflux d'eau plus chaude qui remonte des nutriments et du zooplancton microscopique. Il est remarquable que la colonie présente un bord net, une véritable ligne dans le sable, correspondant précisément au contour externe de cet afflux chaud, comme si l'évolution avait façonné un dispositif parfaitement ajusté. Une autre découverte en Antarctique, ayant profondément surpris les scientifiques, ne concernait ni un poisson remarquable, ni un os de dinosaure, mais quelque chose de probablement bien plus significatif pour la science, des bulles, de minuscules bulles anciennes, piégées à l'intérieur de ce qui pourrait être la glace la plus ancienne jamais extraite, âgée d'environ 1,2 million d'années. Avant cette trouvaille, les chercheurs possédaient des archives climatiques couvrant 800 000 ans, mais aspiraient à remonter plus loin dans le passé. Ils ont donc passé de nombreuses années à localiser l'endroit parfait où la glace pourrait livrer un récit continu. Certaines régions de l'Antarctique renferment des glaces de 3 à 4 millions d'années, mais elles demeurent fragmentaires, insuffisantes pour un enregistrement ininterrompu. En forant enfin au site adéquat, ils découvrirent des carottes de glace cristalline contenant des bulles ayant capturé l'atmosphère terrestre telle qu'elle était il y a plusieurs centaines de milliers d'années. En analysant cet air ancien, les scientifiques ne se contentent pas d'étudier les gaz. Ils peuvent identifier ce que respiraient nos lointains ancêtres, ce que la planète exhalait et comment se déroulaient les cycles de vie et de climat bien avant nous. La période située autour de 900 000 ans, scellée dans cette glace, pourrait correspondre à l'une des phases les plus critiques pour l'humanité. Selon des études génétiques, la population humaine aurait alors chuté à environ 1300 individus sur l'ensemble du globe. La cause exacte demeure inconnue, mais le climat pourrait y avoir joué un rôle déterminant. Ces bulles anciennes pourraient ainsi détenir les indices permettant de comprendre comment nos ancêtres ont survécu à l'un des chapitres les plus rigoureux de l'histoire terrestre, et peut-être comment nous pourrions affronter le prochain, dans un monde où la planète répète, sous de nouvelles formes, des scénarios éprouvants dont l'Antarctique nous offre les leçons. Une leçon que nous pourrions apprendre à nos dépens concerne ce qui se trouve sous la glace de l'Antarctique. Les scientifiques ont récemment révélé qu'un phénomène loin d'être tranquille se prépare sous ce continent. Il pourrait y exister des volcans, attendant silencieusement leur moment. Oui, vous avez bien entendu, des volcans ardents et enflammés, dissimulés sous des kilomètres de glace. Les chercheurs ont utilisé des simulations informatiques et constaté que, lorsque certaines portions de glace fondent, la pression qui maintient ces volcans diminue. Et alors, ils pourraient contribuer à la fonte d'encore davantage de glace depuis le dessous. Il s'agit d'une boucle auto-entretenue de chaos. La glace fond, le volcan se réveille, puis la fonte continue. Même si l'action humaine sur le climat cessait demain, cette réaction pourrait se poursuivre, car il ne s'agit pas seulement de l'air, mais du feu caché sous la glace. Le plus inquiétant est que ce type de fonte pourrait provoquer une élévation du niveau des mers bien supérieure aux estimations actuelles. Et comme l'Antarctique détient plus de 70% des réserves d'eau douce mondiales, on peut imaginer l'ampleur du désastre potentiel. Ainsi, vous comprenez que la carte de l'Antarctique se présente comme un véritable jeu de société grandeur nature pour l'humanité, et que nous devons l'aborder avec prudence. Voyez-vous comme la péninsule antarctique évoque la silhouette inversée de l'Amérique du Sud? Il ne s'agit pas d'un simple hasard, c'est la trace fantomatique d'une séparation survenue il y a 30 millions d'années. Jadis soudés, ces continents se sont disjoints, engendrant un courant océanique d'une puissance telle qu'il parvint à glacer l'Antarctique et à en redessiner les contours. Voici comment cela s'est déroulé. Les plaques tectoniques, dans un mouvement aussi discret que décisif, ont ouvert dans l'océan un passage d'une étroitesse extrême, à peine 800 km, forçant 130 millions de mètres cubes d'eau à se précipiter dans cette sorte de conduit géologique. C'est ainsi qu'est né un courant marin plus impétueux encore que le fleuve Amazone. Ce courant océanique, connu sous le nom de courant circumpolaire antarctique, décrit une trajectoire circulaire, dans le sens horaire, sous l'effet des vents puissants qui balaient la région.
Ce mouvement rotatif, en érodant les rivages, a façonné la masse continentale en une forme quasi circulaire, à l'exception de cette péninsule récalcitrante, lentement entraînée vers l'est, tel un enfant traînant les pieds pour quitter une aire de jeu. Comment l'Amérique du Sud et l'Antarctique ne formaient autrefois qu'un seul bloc? Absolument. Il y a fort longtemps, l'Australie, l'Antarctique et l'Amérique du Sud faisaient partie d'un vaste supercontinent nommé Gondwana, auquel l'Afrique fut elle aussi rattachée. En ce temps-là, l'Amérique du Sud et l'Antarctique étaient étroitement liés par une bande de terre appelée le pont terrestre antarctique, une étendue verte et luxuriante, qui servait également de voie de passage privilégiée pour les dinosaures. Oui, vous avez bien entendu, des dinosaures. Un spécimen vieux de 95 millions d'années, dont le nom m'échappe, Diamantinosaurus matildae, a été mis au jour en Australie. Les scientifiques ont établi qu'il était en réalité un lointain cousin du Sarmientosaurus argentin. Même structure mandibulaire, même dents taillées comme des burins, même caractéristiques en tout point. On dirait des jumeaux séparés par les flots. Comment cela se fait-il? Parce qu'à cette époque, l'Antarctique n'était nullement un désert de glace, mais une forêt tempérée, semblable à l'Oregon, offrant un itinéraire tout à fait praticable pour une famille de dinosaures en migration. Mais ce pont terrestre ne servait pas qu'aux dinosaures. Il y a environ 40 millions d'années, les ancêtres des marsupiaux australiens quittèrent l'Amérique du Sud pour rejoindre ce qui allait devenir leur terre d'adoption, en passant par l'Antarctique, une preuve supplémentaire que ces terres étaient jadis reliées. Le calme régna ainsi, du moins un certain temps, pour les dinosaures comme pour les marsupiaux, jusqu'à ce que la croûte terrestre entre en mouvement. C'est ce phénomène qu'un savant allemand désigna en 1912 comme la théorie de la dérive des continents. Ce chercheur, en observant la côte sud-américaine, s'exclama en substance « Tiens, cette forme semble pouvoir s'imbriquer dans celle de la côte africaine ». Tel un Sherlock Holmes de la géologie, il remarqua ce que nul n'avait relevé avant lui. Les continents formaient autrefois les pièces d'un puzzle planétaire plus vaste. Et il avait vu juste. En vérité, la Terre se compose de plusieurs couches de roches et de métal, à l'image d'un oignon cosmique. La couche externe, appelée lithosphère, est fragmentée en plaques tectoniques solides, qui glissent lentement sur une couche inférieure plus molle et partiellement fondue, comme si elle dérivait sur une surface verglacée. C'est ce qui permet aux plaques de se mouvoir. Depuis des milliards d'années, elles remodèlent peu à peu la surface terrestre, dans un cycle perpétuel de formation et de dislocation des supercontinents, comparable à un lent balai de collision. Ce mouvement reste imperceptible à l'échelle humaine, la plupart des plaques ne progressant que de 0 à 10 cm par an. Exception faite de la plaque de Nazca, qui atteint 20 cm, soit la vitesse de croissance de vos cheveux. Mais ne vous laissez pas duper par cette lenteur apparente. Ces masses en déplacement sculptent littéralement notre monde. C'est grâce à elles que se forment les chaînes de montagnes, comme l'Himalaya, ou les failles d'où naissent les océans, tels l'Atlantique. Cela tient à une différence cruciale. La croûte océanique, plus dense, s'enfonce comme une pierre, tandis que la croûte continentale, plus légère, flotte tel un bouchon. Sans ce contraste de densité, les continents n'existeraient encore pas, et notre planète serait recouverte de mers peu profondes. Ce vaste chantier mené au ralenti est précisément ce qui provoqua la scission entre l'Amérique du Sud et l'Antarctique, il y a 30 millions d'années. À cette époque, les plaques situées sous ces continents entamèrent une lente dérive opposée, selon un phénomène connu sous le nom d'extension crustale. Imaginez la lithosphère comme une pâte à pizza étirée jusqu'à devenir si fine qu'elle se rompe. À mesure que la croûte terrestre s'étirait, elle s'affinait, jusqu'à se craqueler comme le fond desséché d'un lac. C'est ce lent processus de séparation qui permit l'apparition d'une nouvelle plaque tectonique, la plaque Scotia, née entre les deux continents, tel le médiateur de ce divorce géologique. Pendant un temps, certains fragments de cette plaque demeurèrent émergés, ultime vestige du pont terrestre antarctique, un peu comme ce fil unique qui subsiste entre deux pans d'un vêtement après la rupture d'une fermeture éclair. Il est probable que ces dernières attaches aient survécu sous forme d'archipel, mais à l'instar de ce lien textile voué à céder, la connexion entre les continents ne pouvait durer éternellement. Cette plaque, modeste en taille mais décisive, a fini par sceller définitivement le destin du pont terrestre. Elle aussi était en mouvement, comme toutes les autres. En s'élargissant vers l'est, elle a ouvert ce que l'on nomme aujourd'hui le passage de Drake, recouvrant peu à peu les terres émergées de l'Antarctique d'une couche océanique. Ce phénomène évoque les portes d'un ascenseur que l'on écarte lentement. D'abord une simple fente, puis une ouverture grandissante, jusqu'à la rupture totale du lien continental. Cette séparation eut des effets spectaculaires. Grâce au passage de Drake nouvellement formé, le courant circumpolaire antarctique put émerger, traçant une boucle continue d'eau glacée,
qui isola le continent, redessina ses contours et contribua au refroidissement du globe. Ce courant agit comme un rempart ceinturant l'Antarctique, repoussant les eaux plus chaudes et les espèces invasives, tout en jouant un rôle clé dans la régulation du climat mondial. Progressivement, l'Antarctique s'est figé en une immense chambre froide, recouverte à 98% de glace et renfermant près de 61% de l'eau douce sur Terre. Aujourd'hui, ce continent se distingue comme le plus froid, le plus aride et le venteux de la planète. Véritable désert polaire, il enregistre des températures descendant sous les moins 89 degrés. De quoi figer la respiration en plein air. L'épaisseur de la glace y dépasse fréquemment le kilomètre. Et en hiver, elle s'étend sur une surface supérieure à celle des États-Unis. À l'heure actuelle, la voie maritime la plus rapide vers l'Antarctique traverse le passage de Drake, un bras de mer de 800 km de large. Sa configuration étroite canalise les vents sur des milliers de kilomètres, les transformant en vagues titanesques pouvant culminer à 15 mètres, et même lors des jours dits calmes, la houle atteint 4 à 5 mètres, soit le double de celle de l'Atlantique. Ce n'est pas un hasard si les marins surnomment cette redoutable traversée le Drake Shake. Le déplacement des plaques tectoniques ne se limite pas au remaniement des continents, il constitue le mécanisme fondamental de maintien de la vie sur Terre. Près de la moitié de la chaleur terrestre provient de la désintégration radioactive du noyau, l'uranium-235 en tête. Une sorte de réacteur naturel façonné par la géologie. Cette chaleur alimente les volcans et les mouvements qui jadis reliaient l'Antarctique à l'Amérique du Sud. Sans la tectonique, cette énergie ne parviendrait jamais en surface, et notre monde serait aussi froid et stérile que Mars. Quand les plaques se déplacent, elles libèrent non seulement de la chaleur, mais aussi du dioxyde de carbone, contribuant ainsi à la régulation du climat. Sous les océans, elles captent une partie de ce gaz pour le ramener dans les entrailles de la Terre, assurant un recyclage constant. Par leur simple mouvement, les plaques influencent la composition de l'air, le climat global et même l'évolution des formes de vie. Il y a plusieurs milliards d'années, les plaques étaient immobiles. À cette époque, la Terre semblait revêtue d'une croûte rigide, comparable à une poterie craquelée. Pourtant, en l'absence de véritable tectonique, la chaleur parvenait à s'échapper par ces failles, grâce à un processus nommé tectonique à couvercle stagnant, qui permit l'émergence de la vie. Il serait erroné de penser que la tectonique appartient au passé. Les séismes en sont la manifestation actuelle, et ils pourraient un jour annoncer un retour de cette activité à une échelle bien plus colossale. La formation d'un supercontinent, tel que la Pangée, exige que de vastes plaques terrestres s'enfoncent sous d'autres. Or, selon les projections scientifiques, un scénario similaire pourrait aboutir, dans 250 millions d'années, à la naissance d'un nouveau supercontinent baptisé Pangaea Proxima. À cette époque, l'humanité pourrait avoir disparu ou s'être établie sur Mars, mais la chorégraphie des plaques se poursuivra, imperturbable. Un véritable exploit pour un phénomène plus lent qu'un embouteillage. Autrefois, l'Antarctique et l'Amérique du Sud formaient un tandem indissociable, jusqu'à ce qu'un bouleversement tectonique ne brise ce lien, glaçant littéralement l'un des deux. Aujourd'hui, il s'observe de part et d'autre du passage de Drake, en chien de fusil, des ex typiques en somme. L'Antarctique n'a pas toujours été cette étendue glacée et désolée. Autrefois, il débordait de vie. Il y a 56 millions d'années, une créature redoutable rôdait dans ses forêts. Un oiseau carnivore géant. Haut d'environ 2 mètres et aussi lourd qu'un lion, il régnait sans partage. Pendant des millions d'années, nul ne pouvait le menacer. Pourquoi a-t-il disparu? Et des prédateurs plus grands encore pourraient-ils sommeiller sous la glace? Des paléontologues ont mis au jour 2 griffes énormes en Antarctique. Acérées, recourbées et puissantes. Elles appartenaient à cet oiseau. Elles ont été extraites des roches de l'île Seymour, datées de l'Yprésien. Ce qui signifie qu'elles ont entre 40 et 50 millions d'années. Leur forme ne laissait aucun doute. Il s'agissait bel et bien des redoutés oiseaux terreurs. Leur nom scientifique est Phorus racidae, et ils figurent parmi les plus terrifiants prédateurs à avoir jamais foulé le sol terrestre. Incapables de voler, ils n'avaient nul besoin d'ailes. Ils fonçaient à des vitesses folles, tels des cauchemars à plumes surgis du fond des âges. Ces oiseaux ont régné pendant des millions d'années sur l'Amérique du Sud. Et voilà que leur présence est désormais confirmée en Antarctique. Rien d'étonnant, à l'époque, les 2 continents étaient encore reliés.
permettant aux espèces animales de circuler entre eux. Ces oiseaux ont donc pu migrer vers le sud et s'adapter à l'ancienne terre antarctique. Ils n'y ont pas seulement survécu, ils y ont prospéré. Puis, soudain, ce prédateur cauchemardesque s'est évanoui. Pourquoi ? Le plus probable, c'est le refroidissement progressif du climat. L'Antarctique entamait alors sa lente transformation en désert gelé. Ses proies devinrent plus rares, et le prédateur, affamé, ne put survivre. Il finit par disparaître, sans laisser la moindre descendance. Les chercheurs espèrent encore découvrir un squelette entier. Ils se demandent aussi si des espèces plus grandes restent à identifier. Peut-être que ces oiseaux ont évolué en une lignée antarctique propre. Mais pour l'instant, tout ce que nous avons, ce sont 2 griffes énormes, inquiétantes et muettes. Beaucoup s'imaginent que l'Antarctique est presque dépourvu de toute vie. C'est complètement faux. Des manchots s'y baladent sans gêne. Et il ne s'agit pas seulement de petites créatures mignonnes. Autrefois, on y trouvait d'authentiques géants de 2 mètres. De nos jours, les manchots empereurs, plus grands représentants de l'espèce, peuvent y plonger à plus de 550 mètres de profondeur et retenir leur souffle plus de 20 minutes. Il y a environ 38 millions d'années, l'Antarctique abritait de grands manchots aussi hauts que des humains. Les os retrouvés montrent qu'ils avaient de longs becs acérés, parfaits pour capturer poissons et calamars, et en faisaient des prédateurs redoutables. Les poissons de cette région sont eux aussi stupéfiants. Les calamars colossaux, bien plus effrayants que les géants ordinaires, atteignent parfois 12 mètres. Dotés d'énormes becs acérés et d'yeux aussi larges que des assiettes, ce sont de vraies terreurs des profondeurs. Et n'oublions pas les orques. Ces prédateurs au sommet de la chaîne antarctique chassent en meute bien coordonnées, comme des loups marins, traquant phoques, poissons, voire d'immenses baleines. Même de minuscules végétaux comme les mousses, les algues, la canche antarctique ou la sagine réussissent à survivre dans ces conditions extrêmes. Bien d'autres idées fausses circulent au sujet de l'Antarctique. Certains s'imaginent, par exemple, qu'un iceberg dérive aussitôt vers la haute mer dès qu'il se détache d'un glacier. Or, la vérité est bien plus complexe que cela. Tout d'abord, lorsqu'un iceberg se sépare d'un glacier ou d'une plateforme, il se heurte parfois au relief sous-marin et reste coincé au fond pendant plusieurs décennies. Ensuite, il peut se faire happer par des tourbillons puissants et tourner sur lui-même durant des mois. C'est arrivé à l'iceberg A23A. Resté figé durant presque 40 ans, il s'est ensuite retrouvé pris dans un vortex marin pendant 8 mois supplémentaires. Puis, ces déplacements dépendent de multiples facteurs, vent, courant, marée, et même relief du fond marin. Loin de suivre un parcours libre et paisible, les icebergs naviguent au gré d'un enchevêtrement de forces imprévisibles. Et en parlant de glaciers, soulignons une autre rumeur singulière. Certains avancent que nul ne pourrait s'aventurer à plus de 500 km à l'intérieur de l'Antarctique en raison d'un mur de glace infranchissable, du gel du carburant, de vents meurtriers et d'un air irrespirable. C'est absolument faux. L'Antarctique a bel et bien été explorée par des avions, des véhicules et même par des explorateurs à pied. Une station de recherche permanente se dresse au pôle Sud, où des gens résident tout au long de l'année. Certes, le mur de glace existe. Il s'agit d'une immense falaise glacée dominant l'océan. Mais il ne s'agit nullement d'une muraille secrète. C'est ce qu'on appelle une barrière de glace. Vaste nappe formée lorsque les glaciers s'écoulent lentement vers la mer et s'y répandent. Près des 3/4 du littoral antarctique sont bordés de ces structures, qui ne forment pourtant pas un anneau continu autour du globe. L'Antarctique demeure un environnement parmi les plus hostiles sur Terre, mais nous en avons maîtrisé les défis, et nous continuons d'en approfondir la connaissance chaque année. C'est pourquoi, chaque année, des millions de dollars sont injectés pour faire fonctionner les stations de recherche, protéger les espèces locales et veiller à ce que les chercheurs disposent de tout ce qui leur est nécessaire. Mais où va donc cet argent ? Les stations antarctiques s'apparentent en réalité à de petites cités. On y trouve électricité, chauffage, dispositifs de traitement de l'eau, réserves alimentaires et services médicaux. La plus vaste, celle de McMurdo, compte plus de 1000 personnes en été et dispose d'installations variées, de la caserne de pompiers à la salle de sport. Quant à la station du pôle Sud, enfoncée profondément dans les terres, elle figure parmi les sites les plus complexes à approvisionner. Il faut des avions parcourant des milliers de kilomètres dans un froid extrême pour y acheminer vivres et carburant. Mais les mystères font les délices d'Internet. Lorsqu'une vue de Google Maps a laissé entrevoir ce qui semblait être une gigantesque porte en Antarctique, les théories les plus folles se sont mises à proliférer.
Certains évoquèrent la résidence d'été du Bigfoot, une base secrète, ou même un hangar dissimulé pour des vaisseaux dignes de Star Trek. En réalité, l'explication est bien plus banale et moins sensationnelle. Il s'agissait tout simplement d'un iceberg échoué. Un bloc de glace coincé dans des eaux peu profondes, en train de fondre lentement. En se déplaçant sur le terrain, la glace contourne les aspérités et façonne des formes parfois étonnantes. Le cycle de fonte, de fragmentation puis de regel façonne parfois la glace en structures insoupçonnées. L'Antarctique est également soumis à des vents catabatiques intenses qui, au fil du temps, sculptent la glace en formations spectaculaires. Hélas, nulle porte secrète à signaler. Puisque nous évoquons les portes, Ushuaia, en Argentine, est depuis des années désignée comme la porte vers l'Antarctique. C'est la dernière étape avant le continent polaire, là où débutent les expéditions. Pourtant, une autre possibilité existe. Punta Arenas, au Chili. Comparons-les. Ushuaia se situe plus près de l'Antarctique et constitue le principal point de départ des croisières touristiques. Cependant, aucun vol régulier vers le continent glacé, ni de grandes bases scientifiques en activité. L'ensemble est sous contrôle militaire strict, interdisant les vols privés. Seuls les navires commerciaux y sont tolérés. Il est vrai que Punta Arenas est plus éloigné du pôle. Pourtant, 22 nations et organisations internationales y ont établi leur base principale. Des vols réguliers à destination de l'Antarctique y sont opérés chaque année. Les compagnies aériennes privées y sont autorisées, faisant un véritable trait d'union aérien avec le continent. Ushuaia dispose peut-être d'un meilleur emplacement, mais c'est bien Punta Arenas qui mène la danse. L'Argentine a commis une erreur stratégique dans le choix de sa base antarctique. Au lieu d'implanter une structure simple et accessible au niveau de la mer, elle a opté pour la base Marambio, perchée en haute altitude, sur un terrain escarpé, inaccessible par voie terrestre. Tout doit y être acheminé par hélicoptère, ce qui ralentit les opérations et en accroît le coût et la complexité. Pendant un demi-siècle, l'Argentine est restée inflexible sur cette décision, tandis que le Chili développait des installations efficaces et méthodiquement conçues, que tout le monde utilise aujourd'hui. Si rien n'évolue, Ushuaia ne sera bientôt plus qu'une escale touristique. Ce qui inquiète surtout, c'est que l'Antarctique semble renouer avec un lointain passé. Cette région, censée être la plus froide du globe, a récemment connu un phénomène sans précédent. Pour la toute première fois dans l'histoire, la température y a franchi le seuil des 20 degrés Celsius. Ce continent enseveli sous des kilomètres de glace affiche ordinairement des températures pouvant descendre jusqu'à moins 80 degrés. Or, durant l'hiver 2020, les scientifiques ont relevé une chaleur aberrante de 21 degrés sur l'île Seymour, soit davantage que dans bien des régions d'Europe à la même période. Les chercheurs avancent plusieurs explications. D'une part, des modifications dans la circulation thermique des eaux océaniques. D'autre part, la fonte du permafrost sous l'effet du réchauffement global. Tout semble indiquer que le climat évolue à un rythme bien plus rapide que prévu. Vous plongez dans les eaux glacées et obscures de l'Antarctique. Une obscurité bleutée, presque surnaturelle, vous enveloppe, évoquant l'immensité de l'espace. Dans ces profondeurs inhospitalières, là où vous ne vous attendriez jamais à rencontrer une âme vivante, un bruit soudain et étrange surgit. Un cri semblable au cancanement d'un immense canard tapi dans les abysses. En 1960, des chercheurs ont capté pour la première fois ce son énigmatique, qu'ils ont baptisé Bioduck. Un choix ingénieux. Pendant des décennies, ils ont cherché à percer le mystère de son origine. Était-ce un kraken, un vaisseau spatial échoué au fond des mers, une créature marine inconnue ou un canard colossal? Les hypothèses, toutes plus fantasques les unes que les autres, se sont multipliées. Les océanographes ont repéré des sons analogues dans d'autres régions. Non loin des côtes ouest de l'Australie et aux abords de la Nouvelle-Zélande, ils ont enregistré des signaux similaires, bien que plus aigus, qu'ils ont nommés biogoose. Avec de telles appellations, l'atmosphère étrange et mystérieuse de cette histoire semble vite s'estomper. Ces sons n'étaient toutefois pas des événements isolés, mais se reproduisaient à intervalles réguliers. La fréquence des émissions suggérait à beaucoup une origine mécanique. Cependant, l'étude des océans au cours de la seconde moitié du XXe siècle était entravée par les limites technologiques de l'époque. Malgré ces défis, les chercheurs ont poursuivi leurs investigations sur Bioduck et Biogoose, mus par une insatiable curiosité scientifique. Au fil des années,
L'accumulation de données a alimenté les spéculations, jusqu'à ce que les chercheurs percent enfin le mystère. Bioduck s'est révélé être une forme de communication biologique. En observant ces signaux répétés, les scientifiques ont noté qu'ils ne se superposaient jamais. Lorsqu'une source parlait, les autres demeuraient silencieuses. Cela laissait penser à une communication structurée. La question restait alors de savoir quelle créature marine utilisait un tel système, fondé sur des variations de fréquences sonores. La réponse, comme certains l'avaient deviné, était les baleines. Les scientifiques ont comparé le son bioduck de l'Antarctique aux appels des baleines de Minke et ont relevé des similitudes frappantes. Les sons biogoose enregistrés au large des côtes australiennes et néo-zélandaises semblaient provenir d'autres espèces ou de jeunes baleines de Minke. Néanmoins, cette découverte n'a fait qu'amplifier le mystère. Quel pouvait être le rôle de ces sons ? Les baleines discutaient-elles de leurs repas ? Se moquaient-elles des humains qui enregistraient leur voix ? Ou échangeaient-elles des réflexions philosophiques sur l'univers ? Les possibilités étaient infinies, mais la révélation la plus fascinante était l'idée que l'humanité pourrait, un jour, communiquer avec ces créatures majestueuses. Communiquer avec les baleines n'est plus une utopie. Des chercheurs de l'Université de Californie ont déjà établi un contact avec une baleine à bosse nommée Twain. Lors d'une expérience novatrice, ils ont réussi à entretenir une conversation de 20 minutes avec ce mammifère marin. Voici les étapes qu'ils ont suivies. Les spécialistes ont entrepris une expédition sur les côtes de l'Alaska, où ils ont capté les sons d'un groupe de baleines à bosse. Ils ont ensuite diffusé ces enregistrements via des haut-parleurs dans l'océan. Les sons s'apparentaient à une sorte de salutation, un équivalent de « Salut, ça va ?» dans le langage des baleines. Ces échanges sont généralement utilisés par les baleines pour s'appeler ou indiquer leur position. Peu après avoir émis les signaux, les chercheurs ont reçu une réponse. Twain s'est rapproché du bateau, l'a contourné et a répliqué avec un « salut » à sa manière. Ce fut le début de la première véritable conversation entre une baleine et des humains. Pendant 20 minutes, les chercheurs ont transmis 36 signaux à Twain, et elle a répondu à chaque fois. Elle respectait même des intervalles avant de répondre. Concrètement, l'équipe attendait 10 secondes après chaque réponse avant d'envoyer un nouveau signal. Il semble que Twain était une interlocutrice particulièrement attentive. Était-elle une jante dame des océans? Qui sait? Ou peut-être était-elle simplement intriguée par cette interaction inhabituelle. Les signaux utilisés provenaient d'un groupe de baleines auquel appartenait Twain. Il est probable que les chercheurs aient utilisé les propres enregistrements de Twain pour communiquer avec elle. D'une certaine manière, Twain conversait avec elle-même. Poursuivons notre périple et plongeons dans la fosse océanique la plus profonde du globe, la fosse des Mariannes. Ce gouffre immense, situé au sud du Japon, s'étend sur plus de 2400 km et atteint une profondeur vertigineuse de près de 11 000 mètres à son point le plus bas. Pour vous donner une idée de cette échelle, la hauteur du Burj Khalifa, le gratte-ciel le plus haut du monde, représente à peine un dixième de cette profondeur. Imaginez maintenant ceci. Dans cette obscurité abyssale, des chercheurs ont capté un son singulier. Contrairement au bioduck, ce bruit évoquait une ambiance de science-fiction. Avec un grondement sourd suivi d'un ping métallique, semblable au bruit des vaisseaux spatiaux dans les films. Les scientifiques ont baptisé ce phénomène mystérieux les sons de Biotwang. Ce son insolite a été détecté pour la première fois en 2014 lors d'une étude acoustique menée dans la fosse des Mariannes. Les chercheurs ont rapidement localisé son origine, les baleines, plus précisément les rorquals de bride. Grâce à l'intelligence artificielle, ils ont analysé près de 200 000 heures d'enregistrements marins et ont identifié des correspondances avec un groupe de ces rorquals. Comme de nombreuses espèces animales, ces baleines utilisent des sons pour communiquer. Mais devinez ce qu'on a également découvert au fond de la fosse des Mariannes? Une bouteille en plastique. Inutile d'accuser un kraken, une baleine ou une créature mythique quelconque. Cette bouteille est, sans surprise, le fruit de l'activité humaine. Mais ce sujet mérite une vidéo à part entière. Passons maintenant à un autre son intrigant. Cette fois, il ne s'agit pas de baleines, mais d'un bruit mystérieux enregistré dans le coin le plus isolé de la planète.
Ce site porte le nom de Point Nemo, et sa solitude est légendaire. Niché dans l'océan Pacifique Sud, Point Nemo est l'endroit le plus éloigné de toute Terre, l'île la plus proche se trouvant à 2700 km. Peu importe la direction, cette distance reste à peu près la même. En outre, cet isolement est accentué par l'absence presque totale de vie marine, car les courants marins, et donc les nutriments, y sont extrêmement rares. En quelque sorte, le Point Nemo est un véritable désert aquatique. Ainsi, en 1997, des océanographes ont capté un son étrange et angoissant provenant des profondeurs aux abords du Point Nemo. Ce bruit, aussi colossal qu'inquiétant, a été surnommé The Bloop. Lorsque les journalistes ont pris connaissance du phénomène, des théories extravagantes ont vu le jour à travers le monde. La plus populaire suggérait qu'un monstre marin gigantesque, peut-être un kraken ou une autre créature de légende, était à l'origine de ce bruit. Cependant, l'engouement pour le bloop n'a pas duré, car les scientifiques ont fini par en élucider la cause. Il s'est avéré que l'origine du bloop était un iceberg. Lorsque ces masses de glace se fissurent et s'effondrent, elles produisent des sons à très basse fréquence, pouvant être détectés à de grandes distances. Pour vérifier cette hypothèse, les chercheurs ont enregistré d'autres icebergs et ont entendu des sons similaires. À propos, le Point Nemo est si isolé que les agences spatiales y abandonnent leurs satellites en fin de vie. Ces objets tombent simplement dans l'océan, avec 99% de chances qu'aucun humain ni animal ne soit touché par les débris. C'est pourquoi cet endroit est surnommé le cimetière des satellites. Mais que se passerait-il si un vaisseau extraterrestre tombait un jour dans le Point Nemo? Et s'il y était déjà tombé et envoyait parfois des signaux de détresse à travers l'océan? Tous les mystères évoqués jusqu'ici ont été résolus. Que diriez-vous de terminer cette vidéo avec un phénomène qui demeure inexpliqué? Voici Upsweep, l'un des sons les plus énigmatiques jamais enregistrés dans l'océan. Ce bruit est constitué d'une série de tonalités ascendantes et courtes, répétées à des intervalles de quelques secondes. Le son a été détecté pour la première fois en 1991 grâce à des hydrophones déployés dans l'océan Pacifique. Initialement, les océanographes ont supposé qu'il pouvait être lié à une activité volcanique ou à des séismes sous-marins. Cependant, la nature saisonnière du son et les variations de son intensité en fonction des périodes de l'année ont rapidement invalidé ces hypothèses. Les chercheurs ont ensuite exploré des théories biologiques et ont reporté leur attention sur les migrations et les comportements des animaux marins au fil des saisons. Malgré toutes ces tentatives, l'origine de Upsweep reste inconnue. Certaines études émettent l'hypothèse qu'il pourrait être lié à des espèces de poissons ou d'autres créatures marines utilisant ces sons pour communiquer ou s'orienter. Mais aucune preuve n'a encore été apportée à ce jour. En 2020, des signaux étranges provenant des profondeurs de l'Antarctique ont fait la une des journaux. En seulement quelques jours, les gros titres ont explosé. La NASA avait découvert un univers parallèle où le temps s'écoule à l'envers. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé et qu'ont réellement détecté les scientifiques? Eh bien, cette histoire repose sur un cas de folie, sur des expériences mal comprises et sur le besoin humain de croire au mystère. Encore aujourd'hui, tous les quelques mois, quelqu'un republie un post au sujet de la découverte par la NASA d'un univers parallèle en Antarctique, un univers où le temps s'écoule à l'envers. Et les gens continuent d'y croire. Mais non, la NASA n'a pas trouvé de monde miroir sous le pôle sud, ni aucune sorte de réalité inversée où les gens vieillissent à l'envers ou parlent en phrases rembobinées. Cependant, ils ont trouvé quelque chose de curieux. Voici ce qui s'est réellement passé. Des scientifiques survolaient l'Antarctique avec un instrument étrange appelé ANITA. C'est l'abréviation de Antarctic Impulsive Transient Antenna. ANITA est une machine qui flotte au-dessus de l'Antarctique. Essentiellement, un ballon géant avec des antennes. Elle capte de minuscules particules spatiales appelées neutrinos. Les neutrinos sont extrêmement petits et presque fantomatiques. Ils n'ont presque pas de masse et traversent la matière comme si elle n'existait pas, même des planètes entières. En général, ces neutrinos viennent de l'espace et pleuvent sur la Terre. La plupart des neutrinos, les plus communs, de basse énergie,
peuvent traverser la Terre comme si c'était de l'air, comme de petits insectes passant à travers une clôture grillagée. Il existe cependant certains neutrinos à très haute énergie. Ils sont extrêmement rares et ils interagissent un peu plus souvent avec la matière, et ils peuvent être bloqués. Si des neutrinos à haute énergie frappent quelque chose de suffisamment dense, comme la roche et le métal à l'intérieur de la Terre, il se peut qu'ils heurtent enfin une particule et soient absorbés. Cette fois, la comparaison serait celle de balles de tennis venant s'écraser contre un grillage. Les neutrinos de basse énergie, qui sont omniprésents et assez inoffensifs, sont relativement indétectables. Mais les neutrinos à haute énergie sont exactement ce qu'Anita peut détecter. Lorsqu'ils percutent dans la glace, ils envoient des ondes radio facilement repérables. Ce faible signal radio porte le nom d'effet Ascarian. Et oui, c'est exactement pour cela qu'Anita survole l'Antarctique. La glace y est pure, sèche et silencieuse. C'est l'environnement parfait pour capter ces signaux si rares. Alors, qu'a détecté Anita? Quelque chose qui remontait sous la glace, comme si un neutrino à haute énergie venait des profondeurs de la Terre. Quoi? Bien, prenons le temps de réfléchir. La particule aurait commencé quelque part dans le nord, aurait traversé toute la Terre et serait ressortie de l'autre côté. Tout cela demeure étrange, car ce n'est pas censé se produire. Des neutrinos dotés d'une telle énergie auraient dû être arrêtés au milieu de la planète, comme nous l'avons dit, être absorbés. Du coup, les scientifiques ont été confrontés à une petite anomalie. Selon notre physique actuelle, cela ne devrait pas être possible, à moins que quelque chose que nous ne comprenons pas soit en train de se produire. Et lorsqu'on est confronté à quelque chose de bizarre, on explore toutes les options, même les plus farfelues. C'est ainsi que le cauchemar a commencé. Un groupe de chercheurs a alors publié un article suggérant que ce signal étrange pouvait être expliqué par l'existence d'un univers symétrique CPT. CPT signifie charge, parité et temps. Ce sont essentiellement trois façons de retourner l'univers. Charge signifie échanger toutes les particules avec leur contraire. Par exemple, échanger les électrons, qui ont une charge négative, avec les positrons, avec une charge positive. Parité signifie mettre l'univers en miroir, un peu comme si on le regardait dans une glace. La gauche devient la droite, et la droite devient la gauche. Et le temps, bien sûr, signifie faire s'écouler le temps à l'envers, comme on rembobine une vidéo. Il y a une grande règle en physique qui porte le nom de symétrie CPT. Selon elle, si vous changez ces trois choses à la fois, les lois de la physique devraient continuer à fonctionner de la même manière. C'est un peu fou, mais si vous prenez l'univers et que vous échangez la matière avec de l'antimatière, que vous inversez gauche et droite et que vous retournez le temps, il continuera d'obéir aux lois de la physique. Pourquoi? Eh bien, dans notre univers, un électron entre en collision avec un positron et il crée des photons. Super. Maintenant, prenez ça, inversez tout, et qu'est-ce qu'on obtient? Les photons se transforment spontanément en positrons et en électrons, mais en miroir et inversés. C'est toujours la même physique, bien qu'elle soit à l'envers. Les équations tiennent toujours, et la nature est en ordre. Maintenant, voici ce qu'il y a de fou dans tout ça. Certains physiciens se sont dit « Et si le Big Bang avait créé deux univers? Le nôtre, fait de matière normale et qui avance dans le temps. Et l'autre, un jumeau en miroir fait d'antimatière, qui recule dans le temps selon notre point de vue. Cela ne signifie pas qu'une personne dans l'autre univers ressent le temps à l'envers. Pour elle, le temps s'écoule vers l'avant, tout comme il le fait pour nous. Mais de notre point de vue, elle se déplace de notre futur vers notre passé. Et inversement, pour elle, nous sommes des créatures étranges qui se déplacent à l'envers. Et si ces deux univers étaient des images exactes, mais retournées, l'un de l'autre? Cela signifierait même physique, même règles et symétrie. Il ne s'agit pas là d'une théorie de science-fiction farfelue, même si ça y ressemble beaucoup. Cela permet aux chercheurs d'expliquer certains des mystères de la physique les plus étranges. Par exemple, pourquoi il y a tellement de matière dans notre univers et si peu d'antimatière, bien qu'on s'attendrait plutôt à des proportions égales. Ou pourquoi l'univers est si symétrique et équilibré. Revenons à nos neutrinos. Certains scientifiques ont suggéré que, peut-être, ces particules qui volent vers le haut pouvaient provenir de cet univers miroir CPT.
et faisait intrusion dans le nôtre, comme par une fissure entre deux réalités symétriques. Si vous regardez les choses de cette façon, c'est une hypothèse assez audacieuse. C'est spéculatif. Ce n'est pas prouvé. C'est une expérience de pensée intéressante, une réalité non confirmée. Mais les médias se sont immédiatement emparés du sujet. Ils ont publié un article avec un titre affirmant que nous avions trouvé la preuve d'un univers parallèle à la temporalité inversée en Antarctique. Et tous les autres grands tabloïds l'ont repris. Ils ont prétendu que la NASA avait réellement découvert un univers parallèle. Le voyage dans le temps est réel, le multivers est confirmé. Pendant ce temps, les scientifiques qui travaillaient avec Anita ont un peu perdu la tête. Ils ont essayé d'intervenir pour dire que ce n'est pas du tout ce qui s'était passé. Ils ont expliqué que les signaux étaient inhabituels, oui, mais qu'il existait de nombreuses explications normales, qui ne nécessitaient pas de réécrire les lois de la physique. Il pouvait même simplement s'agir d'une erreur expérimentale. Peut-être un comportement inhabituel des particules, ou des lacunes dans la façon dont nous modélisons les interactions entre neutrinos. Bien sûr, personne n'écoute les experts sur ce que les experts découvrent. Et une fois qu'une idée comme celle-ci atteint les réseaux sociaux, il devient presque impossible de raisonner les gens. Mais cela ne signifie pas non plus que le multivers n'est pas réel. Bien au contraire. Les physiciens explorent toujours ce concept. Et ils supposent que certains de ces univers potentiels, s'ils existent, pourraient avoir des lois différentes. Une idée, qu'on appelle la théorie des mondes multiples, provient de la physique quantique. Selon elle, chaque fois qu'un événement peut se produire de plusieurs façons, comme le déplacement d'une particule ou la prise d'une décision, toutes ces possibilités se réalisent effectivement, mais dans des univers distincts. Ainsi, il pourrait exister d'innombrables versions de la réalité, chacune légèrement différente, se ramifiant à partir de chaque événement. Peut-être que dans un univers, les dinosaures ne se sont jamais éteints. Peut-être que dans un autre, vous n'avez jamais envoyé ce texto embarrassant. Une autre idée porte le nom de théorie de l'univers bulle. Après le Big Bang, l'univers s'est étendu incroyablement vite lors d'un processus appelé inflation. Certains scientifiques pensent que l'inflation ne s'est jamais complètement arrêtée et se produit encore dans certaines régions. Cela signifierait que de nouveaux univers bulles se forment constamment, chacun avec ses propres lois de la physique. Notre univers ne serait qu'une bulle dans une immense mer cosmique d'autres bulles. La troisième idée concerne la matière miroir. La matière noire est invisible, mais sa gravité affecte l'univers. Certains scientifiques pensent qu'elle pourrait être constituée de particules similaires à celles qui composent la matière ordinaire, mais qui nous sont simplement cachées. Cette matière de l'ombre pourrait être à l'origine de galaxies entières et invisibles, et même de formes de vie, le tout coexistant juste à côté de nous. Peut-être ne pouvons-nous tout simplement pas la détecter autrement que par la gravité, pour l'instant. Mais en physique, il ne s'agit là que de théories, de possibilités mathématiques. Nous n'avons aucune preuve directe que ce soit réel. Mais si nous en trouvions une, espérons seulement que ce ne sera pas le scénario du garçon qui criait au loup.